pour ma part, donc, je suis président du club Innovation Télétravail à Megève. Je suis né à Megève, mais aussi, pourquoi là ce soir je parle, c'est parce que c'est aussi mon domaine de travail. Je suis directeur de la formation continue blockchain, qui est la technologie pour les crypto-monnaies et la finance décentralisée en général. Donc, c'est la blockchain qui est utilisée. Et donc, on l'enseigne à l'Université de Genève. Voilà, donc je pense que tout le monde peut rentrer. Je pense, puisque j'ai enlevé maintenant le waiting room, donc normalement, ça devrait être bon. Alors, donc, voilà, un petit, déjà pour les nouveaux membres, donc, juste pour résumer ce qu'est le Club Innovation Télétravail à Megève, ça a commencé en 2020. Donc, il y a Didier là, qui est présent, qui est donc, le membre du bureau pour la trésorerie. Et donc, c'est une petite association, mais qui grandit sur Megève et qui est là pour faire des réunions entre les télétravailleurs à Megève sur des thématiques innovantes. Et donc, on a beaucoup travaillé dans ce qui est l'art digitalisé avec les NFT, puisque à Megève, on a beaucoup d'artistes internationaux, mais basés à Megève, et aussi des galeries. Et puis aussi, des réunions maintenant plus sur les bases de la blockchain et de la finance décentralisée. On aura aussi d'autres thématiques, on a couvert d'autres thématiques, comme par exemple les aspects juridiques du télétravail. On a des partenaires locaux de ce club. Donc, par exemple, l'Hôtel Vieux-Moulin, quand vous êtes membre, vous pouvez avoir une réduction en fonction des nuitées si vous venez pour faire du télétravail à Megève. Ensuite, ils ont fourni plusieurs fois des salles. Et puis ce soir, donc, on ira pour les membres présents à Megève. En fait, on va dîner au restaurant Restonome du Vieux-Moulin. Et puis pour ce soir, donc on a aussi en bas à droite, vous voyez donc Blue Folio, où on aura donc le speaker Christian qui parlera de sa vision de la finance responsable décentralisée en lien avec Blue Folio, qui est donc une entreprise qui fait des projets et qui a des fonds en lien avec tout ce qui est crypto-monnaie et finance responsable. Donc, on a d'autres partenaires, vous pouvez les trouver sur le site web. Mais pour ce soir, donc, voilà où on en est. Et donc, je vais faire donc une introduction à la finance décentralisée donc en général au départ, puisqu'on a certains membres qui ne savent pas de quoi il s'agit. Alors déjà, vous voyez, finance décentralisée, souvent, le raccourci s'appelle DeFi, D-E-F-I, pour Decentralized Finance en anglais, donc finance décentralisée. Et puis, la finance décentralisée, on a un autre concept qui est la finance responsable. Donc là, il y a Céline Kohler et Georgi Gotsev, donc des avocats spécialisés dans ces domaines, qui vont nous expliquer un peu plus, voilà, qu'est-ce que c'est l'investissement responsable, la finance responsable, et juridiquement, comment est-ce que c'est vérifié, certifié, puisque aussi, des fois, on pourra avoir ce qu'on appelle en anglais du greenwashing. Alors là, en français, j'ai pas du lavage vert, quoi, en fait, de la traduction en français. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi avoir des fonds, par exemple, qui disent oui, on va faire de l'investissement responsable, développement durable, ou pour les sociétés des pays en voie de développement. Et puis, en fait, ils gardent l'argent pour eux. Donc, vous allez voir, il y a des aspects juridiques qui sont liés aussi aux certifications de ces projets-là. Et enfin, donc, on aura Christian Kranicke, qui est de Blue Folio, qui nous présentera sa vision du domaine. On pourra terminer par un panel de questions-réponses. Et puis donc, comme je l'ai dit, on aura pour certains, en fait, un dîner au Restonome. Et puis les autres, on vous dira à la prochaine fois. Voilà, donc pour l'introduction, là, en fait, de la finance décentralisée, donc DeFi, eh bien, en fait, tout ça fonctionne grâce à ce qu'on appelle aux monnaies de ce domaine-là, qui sont les crypto-monnaies.
La première crypto-monnaie qui a existé, c'était Bitcoin. Et puis, ensuite, il y en a eu d'autres. Mais finalement, vous voyez comment on appelle ça, des crypto-monnaies, bah, finalement, en fait, on a un système qui permet de savoir qui a combien de Bitcoin ou de crypto-monnaies et de pouvoir suivre les transactions qui se font entre comptes. Et donc, comme il se passe dans la vie réelle, dans les banques centralisées que l'on connaît, il y a un livre comptable. Et dans ce livre comptable, en fait, on va avoir des transactions qui sont inscrites. Par exemple, Jean-Marc envoie 100 euros à Didier. Vous, quand vous payez votre membership du club, qui est de 30 euros par an, bah, ça va sur la ligne du compte du club. Et puis, donc, on a à chaque nouvelle transaction une nouvelle ligne dans ce livre comptable. En anglais, donc, c'est ce qui s'appelle les ledgers. Euh, et là, dans notre monde réel, la plupart du temps, justement, le livre comptable, il est géré par une entité centralisée, donc une banque en général. Et comme en fait, l'avait souligné en fait un conducteur de taxi quand j'étais arrivé à Chypre en 2019 pour une conférence internationale, bah, il m'avait souligné finalement une banque, même si elle est très connue nationalement, elle peut fermer. Puisque lui, en fait, il avait fait l'expérience en 2013 à peu près, si je me rappelle bien, que leurs deux plus grandes banques nationales avaient fermé du jour au lendemain et que bah, il y a une partie qui était dans une banque qui n'ont jamais pu récupérer leur argent, et puis une autre partie, en fait, qui a pu récupérer environ jusqu'à 100 000 euros, mais tout ce qui était au-dessus de 100 000 euros n'a jamais pu être récupéré. Et donc, lui, suite à ça, ce conducteur de taxi, eh bien, il s'était intéressé ensuite, après 2015, on va dire, au Bitcoin. Il en avait entendu parler. Et donc, vous voyez, même dans ces pays-là où il y a eu une banque centralisée qui a fermé, eh bien, eux, ils ont commencé à chercher des systèmes qui éviteraient que, justement, bah, s'il y a une entité qui fait banqueroute ou un pays qui fait défaut de paiement ou qui a des problèmes pour payer sa dette, eh bien, que cette entité, elle ferme. Et donc, que ça ne dépende pas que d'un groupe d'êtres humains ou d'une entité, d'une personne morale qui pourrait décider ça, un conseil d'administration ou un pays. Et donc, bah, il avait trouvé que Bitcoin et la technologie en dessous, qui est la blockchain, permettait justement d'éviter ça et en fait d'avoir un livre comptable qui est non pas contrôlé par une seule entité, un pays ou un conseil d'administration ou une entité privée, mais en fait une communauté de gens dans le monde et qui ont des copies de ce livre comptable et qui s'entendent tous pour garder une copie à jour de ce livre comptable. Et donc, c'est l'aspect décentralisé. Et donc, grâce à ça, eh bien, même si un jour, bah, par exemple, il y a un pays, par exemple, comme la Chine, dirait bah, tous les Chinois qui maintiennent une copie du livre comptable de Bitcoin, eh bien, même si leur gouvernement leur interdit de continuer à faire ça, bon, il faudrait qu'ils les trouvent, eh bien, il y a les gens qui sont dans les autres pays qui pourraient reprendre la main. Donc, par exemple, ceux qui sont en Suisse, en Allemagne ou au Salvador, puisqu'au Salvador, il y a même en fait maintenant le Bitcoin qui est considéré comme monnaie officielle du pays, en plus de la monnaie locale. Donc là, dans cette première diapo, voilà, en fait, bah, je vous représente voilà, un livre comptable, donc, qui soit centralisé ou décentralisé. La première chose pour les crypto-monnaies, et quand on parle de finance décentralisée, eh bien, c'est-à-dire que le système n'est pas contrôlé par un pays ou une seule personne, c'est toute une communauté d'utilisateurs. Et dans le monde actuellement, on peut estimer que je dirais le nombre de gens qui font tourner des ordinateurs pour avoir une copie de ce livre comptable dans de nombreux pays du monde, hein, comme je l'ai dit, le Salvador, la France, la Suisse, les États-Unis, la Chine, il y en a environ à peu près 50 000. Et donc, si
il y a une partie qui ne peut plus le faire, mais il y a les autres qui peuvent toujours continuer à garder ces copies. Et en fait, on peut rejoindre ce système, aider ce système en lançant nous-mêmes un ordinateur ou un serveur pour créer une nouvelle copie de ce système. Donc, c'est vraiment un effort communautaire. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, on a un livre comptable au milieu. Et donc, vous voyez, si par exemple Alice à gauche, dans le monde des crypto-monnaies, eh bien, elle voulait envoyer un bitcoin à une autre personne, ou alors, dans le monde réel, elle aurait un chèque, puis elle ferait un chèque en dollars ou en euros, et puis elle le donnerait à quelqu'un. Donc, par exemple, elle donnerait ce chèque signé à Bob. Et donc, comme c'est un système aussi digital, vous voyez, au lieu que en fait, le chèque il soit signé à la main, eh bien, il va être signé avec donc une signature numérique, digitale, comme vous avez déjà fait soit chez le notaire ou dans les banques, ou même quand Amazon vient chez vous et il vous demande, il vous livre un produit et puis vous signez là vous faites un gribouillis sur l'écran digital, en fait, ça signe numériquement la transaction. Donc, en fait, vous voyez, Alice donc, signerait un chèque ou alors, finalement, elle enverrait des cryptos à Bob. Et puis là, en fait, la problématique, c'est que bon, bah, Bob, en fait, normalement, eh bien, il devrait aller, si on a un chèque, on doit aller à sa banque et puis dire, voilà, j'ai tel chèque. Et puis, bon, la banque, elle regarde que c'est un chèque, un vrai chèque, que la signature est bonne, et puis elle vous donnerait l'argent. Donc, pour les crypto-monnaies, c'est pareil. Il y a un délai quand quelqu'un va vous envoyer des crypto-monnaies. Eh bien, en fait, va avoir un certain temps avant que le système dise que oui, bah, c'est bon et vous avez obtenu vos crypto-monnaies lors de cet échange. Mais la problématique, c'est comme il y a un délai, vous voyez, bah, c'est comme ce qui arrive dans les chèques. Quand on a des chèques en blanc, bah, par exemple, vous voyez, Alice, elle avait fait un chèque à Bob, et puis de 100 dollars, par exemple, et puis elle avait fait en même temps, elle avait rencontré Charlie juste après, elle avait fait aussi un chèque de 100 dollars à Charlie, mais sur son compte, elle n'aurait que 100 dollars, et donc ça serait le premier entre Bob et Charlie qui arrive à la banque, qui aurait les 100 dollars, puisque après, en fait, le compte serait vide, et ça aurait été un chèque en blanc. Donc, dans les crypto-monnaies, c'est pareil. En général, il faut tout le temps un certain temps, et surtout en fait dans Bitcoin, pour que la transaction soit validée. Mais une fois qu'elle a été validée, que vous avez la confirmation, une première confirmation, et puis après, plus on attend de temps, bah, plus il y a de chances que la transaction soit bien passée, eh bien, bah, vous serez sûr que vous avez vos crypto-monnaies, mais sans être passé par une banque. Là, ça aurait été le système, le livre comptable de Bitcoin. Et ce livre comptable, avec les lignes et les transactions qu'on a dessus, c'est ce qu'on appelle donc une chaîne de blocs. Et dans les blocs, on a des transactions. Donc, ça correspond à un livre comptable avec des transactions qui sont inscrites dans des blocs. Et chaque bloc a un certain nombre de transactions. Et donc, ça fait un genre de base de données, hein, mais qui est non pas contrôlée par une seule entité, qui est décentralisée. Et c'est pour ça que finalement, vous voyez, on parle de finances décentralisées, puisque le livre comptable n'est pas contrôlé par une seule entité, mais par une communauté de gens. Et là, aussi, ce qui va se passer, c'est que justement, grâce à la technologie blockchain et donc dans Bitcoin, comme je l'ai dit, dès que vous avez une confirmation que votre transaction s'est bien passée, numériquement, vous allez avoir votre application qui dit bah oui, c'est bon, vous avez déjà une première confirmation que la transaction s'est bien passée. Eh bien oui, ça évite qu'il y ait une double dépense, puisque après, bah, les 100 dollars ne pourraient pas être de nouveau dépensés, parce que le système dirait si Charlie arrive après que vous avez déjà une confirmation, eh bien là, le système dirait non, c'est pas possible, parce que ces 100 dollars ou ces 100 bitcoins ont déjà été dépensés. Bon, 100 bitcoins, maintenant, ça fait beaucoup, mais c'est l'idée du système. Donc voilà un petit peu. Donc déjà, en fait, on pourra poser des questions à la fin. Bah, est-ce que vous faites vous-même confiance à votre banque, je dirais privée, et puis après, on a aussi ces banques centrales dans chaque pays. Bah, oui, les banques au niveau de Chypre, bah, il y a deux plus grandes qui ont fermé en 2013. Ça posait énormément de problèmes. Par exemple,
pour le conducteur de taxi, hein, que j'avais rencontré alors que j'étais à cette conférence en 2019. Et puis après, pareil, on peut aussi se poser la question. Au-dessus, on a les banques centrales. Donc, les banques centrales, c'est elles qui gèrent, par exemple, les dollars. Il y a la Banque centrale des États-Unis qui va créer les dollars, hein, qui va créer des nouveaux dollars. Et ensuite, elle les répartit dans différentes entités. Il y a la Banque centrale européenne. Chaque pays, quand il y a une monnaie spécifique, a sa banque centrale. Et le problème de ces banques centrales, là, en fait, ce qui se pose depuis un certain temps, c'est que, eh bien, elles peuvent créer autant d'argent qu'elles veulent, puisqu'elles sont limitées par aucun maximum. Dans les années 70 ou 70, donc on avait en fait, par exemple, la Banque centrale américaine, normalement, elle se basait plutôt sur les réserves d'or que le pays avait. Et les autres pays aussi, c'est-à-dire ils n'auraient pas pu créer plus d'argent ou avec un certain montant beaucoup plus élevé que la réserve d'or que ces pays avaient. Et en fait, ça a été levé. Il n'y a plus cette restriction-là dans les années 70. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'était que la création de valeur, grâce à l'économie de la connaissance, était plus importante que les réserves d'or, et que justement, il y avait tellement de nouveautés, d'innovations qui pouvaient être créées, de nouveautés technologiques et autres, que c'était bien au-delà des réserves d'or qu'un pays pouvait avoir. Et donc, c'est ce qui pouvait ensuite dire qu'un pays pouvait créer plus d'argent. Mais la problématique, c'est que, vous voyez, là, on a un diagramme du nombre de dollars qui ont été créés depuis les années 70. Vous voyez, donc, au départ, c'était à peu près, la courbe était assez plate. Et en fait, vous voyez, elle est commencé à partir, à augmenter grandement. Et là, vous voyez, en fait, depuis le crash la crise du Covid en mars 2020, eh bien, vous voyez que la courbe est carrément partie vraiment presque en verticale, donc ce qui fait que c'est un peu une courbe qu'on appelle exponentielle. Et donc, là, il y a la question de savoir, est-ce que vraiment ah, vous ne voyez pas la courbe? Oui, elle monte, oui. Si, vous voyez la courbe, ouais. Non, parce que j'avais un message disant qu'il n'y avait pas de courbe. Non, on voit le slide, c'est bien. C'est bon, ok, d'accord. Très bien. Donc, en fait, voilà, ça c'est une problématique, c'est que les pays, en fait, finalement, ils génèrent autant d'argent qu'ils veulent, sauf que après, ils seraient capables d'acheter tout ce qu'ils veulent aussi, hein. S'ils sont capables de créer du jour au lendemain des trillions de dollars, en fait, même, ils pourraient racheter tout Bitcoin ou autre s'ils n'ont pas de limite. Et ça pose problème quand même, parce qu'après, ça crée de l'inflation. Et donc, c'est un peu ce qui se passe maintenant, c'est qu'on voit qu'aux États-Unis, on commence à avoir de plus en plus d'inflation. Donc, je repasse ici. Voilà, donc en fait, à cause de différentes crises qu'on a eues en 2008, et puis aussi, donc là, lors de la crise du Covid, mais en 2008, en fait, il y a des gens qui se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire pour qu'il n'y ait pas des pays qui puissent générer autant d'argent qu'ils veulent, faire des stratégies financières sans contrainte. Et puis après, ça pose de grands problèmes par la suite. Et donc, il y a Satoshi Nakamoto, qui était en fait un créateur, le créateur en fait du système Bitcoin et de la blockchain en dessous de la blockchain qui est décentralisée, hein, entre les différents membres de la communauté. Lui, en fait, il avait proposé, donc, vous voyez, en 2008, de faire un système de paiement électronique, donc là, pas contrôlé par un pays, mais décentralisé. Donc, il a dit, écoutez, tous ceux qui veulent lancer un ordinateur et lancer le programme Bitcoin sur ce serveur-là, en communauté, on va créer un système où personne ne contrôle tout le système, mais la majorité des gens le contrôlent. Et tant que tout le monde s'entend pour faire fonctionner ce système, eh bien, tant qu'il y aura une bonne partie des gens de ce système qui sont présents, où leur serveur fonctionne, eh bien, le système pourra fonctionner. Et vous voyez, il l'avait appelé au départ peer-to-peer cash system. Donc, pour lui, c'était vraiment un moyen de paiement. Donc,
on regarde après l'évolution, dans le système Bitcoin aussi, lui, ce qu'il avait prévu, c'est justement pour éviter qu'il y ait autant d'argent qui puisse créer sans raison, comme les pays le font actuellement, il a limité en fait le nombre maximal de Bitcoin à 21 millions. Et là, par contre, le problème, c'est que les gens, ils ont commencé à se dire aussi que finalement, si on n'a que 21 millions, peut-être que les bitcoins vont prendre de plus en plus de valeur. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et au lieu que donc, Bitcoin reste en fait un moyen de paiement, parce que vous voyez, en fait, il y a Laszlo Agnieszka qui a, en 2010, acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Actuellement, Bitcoin, il est à 40 000 $, donc ça fait à peu près 400 millions. Donc, vous voyez, s'il les avait gardés, il aurait été content. Mais donc, la problématique, c'est que là, au lieu que ça soit un moyen de paiement, les gens, au lieu d'échanger les bitcoins pour payer des choses, ils les ont gardés. Et donc, c'est plutôt devenu, en fait, un moyen d'une réserve de valeur, et donc plutôt un équivalent de l'or digital, puisque l'or, bien qu'il évolue, finalement, on voit qu'il varie quand même. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'or, c'est une réserve de valeur. Et là, le Bitcoin est plutôt devenu ça. Et on a eu une autre évolution ensuite. Donc, on a eu cette première crypto-monnaie, le Bitcoin. On en a eu d'autres. Donc, il y a eu des systèmes, des applications pour pouvoir créer d'autres types de crypto-monnaies. On a eu Ethereum, qui a été une crypto-monnaie très, très connue, qui permet de faire mettre d'autres types d'applications, pas simplement financières, mais aussi par exemple, de traçage, justement, de projets ou de fonds pour le développement durable. Donc, on peut tracer depuis l'entité qui envoie les fonds jusqu'à, par exemple, à l'agriculteur qui va récupérer les fonds. Il va récupérer directement les fonds en crypto-monnaie dans son portefeuille. Et donc on a pu passer de juste une monnaie à une crypto-monnaie, à plusieurs crypto-monnaies, donc faire des conversions. Et on a eu donc cette finance décentralisée où il a commencé à être possible de pouvoir prêter et emprunter, comme on le fait dans le monde traditionnel, avec des monnaies. Là, on a pu prêter et emprunter des crypto-monnaies entre des personnes, et sans qu'il y ait une banque centrale, puisque c'est toujours le livre comptable décentralisé qui était au milieu et qui permettait de vérifier, valider toutes les transactions. Donc finalement, vous voyez, donc Ledger, donc c'est en anglais, c'est le nom anglais pour livre comptable. Au lieu qu'il y ait une seule entité qui les contrôle, on a tout un réseau de personnes dans le monde, donc là à peu près 50 000 qui ont une copie de ce livre comptable dans beaucoup de pays du monde, ils vont garder une copie donc de ce livre comptable décentralisé. Donc c'est vraiment une machine décentralisée, donc sans intermédiaire unique, puisque c'est la communauté qui fait tourner ce système, qui permet au système de fonctionner. Et pourquoi, en fait, ces gens, ils font tourner des ordinateurs, il y en a même d'autres qui font tourner des ordinateurs pour pouvoir non seulement avoir une copie du livre, mais pouvoir écrire une nouvelle transaction dans le livre, c'est parce qu'en fait, ils sont rémunérés. C'est pas un système bénévole, c'est un système où on appelle une économie des jetons numériques ou des crypto-monnaies. Et donc, dans Bitcoin, pour pouvoir écrire dans le livre, pour être celui qui va écrire la nouvelle liste de transactions. Donc, par exemple, si Alice, elle envoie une nouvelle transaction à Bob, pour que cette nouvelle transaction soit écrite, il faut que quelqu'un dans ce réseau-là, des milliers d'ordinateurs, et en fait même c'est plus, puisque là on parle, en fait c'est pas simplement ceux qui ont une copie du livre comptable, mais en fait c'est aussi ce qu'on appelle les gens qui vont faire tourner des serveurs pour pouvoir justement avoir une chance d'écrire dans ces nouvelles transactions. Donc ça c'est les mineurs en anglais. Eh bien, là, il y en a plusieurs millions dans le monde. Ils vont dépenser des ressources informatiques pour résoudre un problème difficile à résoudre. Et plus on a de puissance électrique et informatique, plus en fait on va pouvoir avoir de chances d'écrire, d'être le prochain à écrire dans le livre comptable. Et quand on écrit dans le livre comptable, on est rémunéré pour ses efforts. Donc, on a un certain nombre de bitcoins. Et bien entendu, l'idée, c'est que justement là, que ce soit rentable. C'est-à-dire que la personne doit acheter
les machines informatiques pour pouvoir trouver la réponse au problème et donc être celle qui va écrire, mais le plus rapidement possible, donc dépenser aussi plus d'énergie électrique pour pouvoir faire fonctionner ces machines. Et donc, là, elle va, si elle dépense beaucoup, il faut aussi qu'elle puisse être rémunérée. Et donc, normalement, le nombre de bitcoins qui est, je veux dire, la récompense qui est obtenue sera supérieur, le montant sera supérieur à l'énergie dépensée pour le hardware, le matériel informatique et l'énergie électrique. Et d'un autre côté, vous voyez, il y a continuellement une course à l'optimisation de ces frais, de l'énergie. Et donc, bien que maintenant, en fait, justement, il y a vraiment beaucoup de gens, vous voyez, des millions de serveurs qui essayent de trouver la solution au problème et d'écrire dans le livre comptable et d'obtenir la récompense. Ils se font une bataille sur le prix de l'énergie et autres. Donc là, bien sûr, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée. Donc ça, ce n'est pas forcément très bon pour le développement durable. Mais dans le futur, ils trouvent des nouvelles sources, par exemple d'énergie verte, pour pouvoir réaliser ça. Après, donc, vous voyez, pour savoir qui va écrire dans le livre comptable, ça, c'est dans Bitcoin, il faut dépenser beaucoup d'énergie et résoudre un problème. C'est la preuve de travail. Il y a d'autres consensus qui permettent, alors qui ont aussi une communauté décentralisée comme ça. C'est pas la même blockchain, c'est pas le même système Bitcoin que Bitcoin, mais ça va être aussi un autre livre. Là, ça sera un autre livre comptable dans un autre système. Donc, par exemple, on a Ethereum, on en a d'autres. Il y a Hashgraph, par exemple, il y a IOTA. Où en fait, la personne qui va pouvoir écrire dans le livre comptable et qui va être choisi, et ben là, ça sera choisi différemment. Ce ne sera pas forcément une preuve de travail, mais par exemple, ça soit peut-être juste au hasard parmi tous ceux qui sont là pour écrire, ou alors en fonction du nombre de jetons numériques, par exemple, qui mettent en jeu, et que si jamais ils se trompent, et ben, ils perdraient ces jetons. Et bien, en fait, vous voyez, dans les autres systèmes, il va y avoir un mécanisme pour faire un consensus et savoir qui va écrire dans le livre comptable, quelle récompense il va avoir, et puis comment le consensus va se faire pour que tous les autres disent oui, c'est bien la bonne version, la bonne copie, la copie certifiée du livre comptable, et ils vont tous avoir une copie de la nouvelle transaction. Donc là, il faut bien faire attention, c'est que donc, Bitcoin consomme beaucoup d'énergie, et donc ça, je vais revenir après dessus. Je vais juste passer là, je vais vous montrer en fait la courbe d'énergie en fait qu'utilise Bitcoin. Vous voyez, actuellement, Bitcoin il utilise plus d'énergie presque que tous les citoyens de l'Argentine pour faire fonctionner ce livre comptable, mais c'est ce qui sécurise aussi le livre comptable. Et par contre, ce qu'il faut toujours voir, c'est que, c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, mais il y a beaucoup d'autres systèmes dans le monde qui utilisent de l'énergie électrique pour faire fonctionner le système. Donc, par exemple, même pour le système financier, vous voyez, le système financier, il utilise encore, vous voyez, comparé à Bitcoin, alors bon, là, c'est peut-être pas à jour, mais pour faire fonctionner toutes les machines pour le système financier normal, traditionnel, il y a aussi beaucoup d'énergie électrique qui est dépensée, quoi. Donc, je veux dire, il n'y a pas que Bitcoin qui va dépenser de l'énergie électrique, il le fait pour un certain objectif, sécuriser le livre comptable. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres systèmes qui essayent, en fait, comme IOTA, par exemple, avec un consensus plus décentralisé. Voyez, ici, ou décentralisé, pas plus décentralisé, mais aussi décentralisé que Bitcoin, avec un autre moyen, là, sans forcément dépenser de l'énergie électrique, essayer d'obtenir un consensus et qu'il n'y ait pas d'attaque, que ça soit sûr et autres. Il faut savoir que la problématique, c'est que c'est difficile d'arriver à sécuriser un livre comptable comme ça, décentralisé dans le monde entier. Et il y a des questions, comme là, je vous ai mis pour la recherche, vous voyez, Bitcoin utilise vraiment de la recherche qui a été validée depuis des dizaines d'années. Je dirais,
une ingénierie intelligente de plusieurs mécanismes de sécurité informatique qui existaient avant pour créer la blockchain et ces blockchains décentralisées avec une copie avec des milliers de personnes dans le monde. Donc, c'est vraiment validé, vous voyez, par beaucoup de recherches. D'autres réseaux, d'autres consensus qui sont plus jeunes, comme IOTA ou d'autres, eh bien, ils ne sont pas si validés et il n'y a pas eu de chercheurs qui ont validé ça et qui ont vraiment dit que depuis des dizaines d'années, c'est sûr, alors que Bitcoin utilise vraiment des technologies sûres. Donc, finalement, là, pour les personnes parmi vous qui ne connaissent pas du tout les crypto-monnaies, comment est-ce qu'on fait pour créer un compte sur Bitcoin ou sur une blockchain qui gère des crypto-monnaies? Eh bien, c'est grâce aux mathématiques. On va juste avoir besoin de télécharger une application, alors que ce soit sur votre ordinateur portable ou votre application mobile. Il y a des applications mobiles sur votre smartphone qui peuvent être installées. Et donc, il suffit d'un ordinateur et vous allez pouvoir créer un compte. Et en fait, le compte, il correspond à quoi? Et bien, en fait, ça va être, vous voyez, en fait, là, en bas, on voit une adresse qui commence par 1KKKK, puis qui finit par FA. Et bien, en fait, cette adresse-là, elle va être générée au hasard quand vous allez lancer votre application sur l'ordinateur. Grâce aux mathématiques, les mathématiques disent qu'il n'y a aucune personne au monde presque qui pourra créer, je dirais, la même adresse en même temps, ou même en essayant de nombreuses combinaisons, la combinaison ne sera différente pour différentes personnes qui font tourner l'application sur leurs propres ordinateurs. Donc, les mathématiques disent que c'est sécurisé. Et donc, vous avez cette adresse. Et donc, ça, c'est une adresse, votre adresse, finalement, qui va être utilisée publiquement, qui va être comme votre IBAN. Vous pouvez utiliser ça pour récupérer vos crypto-monnaies. Et justement, pour contrôler ce compte, en fait, les mathématiques vous ont aussi donné sur votre ordinateur une clé privée. Et ça, vous voyez, c'est un genre comme un mot de passe, mais un peu plus compliqué avec des caractères spéciaux. Et là, il faut jamais le donner publiquement, il ne faut pas se le faire voler, parce que si quelqu'un a la clé privée, il peut contrôler tout ce qui se passe sur le compte avec cette adresse-là. Donc, on appelle ça une clé privée et puis une clé publique qui est aussi l'adresse en fait de votre compte. Et donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller dans une banque. Vous pouvez juste, avec une application, installer cette application et la faire fonctionner. Donc, je vais vous montrer juste comme ça pour les gens, parce que là, on essaie de faire un petit peu aussi de formation. Donc, je vais vous partager en fait mon navigateur web là, qui est Firefox. Ça marche aussi sur Chrome. Et vous voyez, dans Firefox, on peut installer des petites applications aussi. Donc là, j'ai tapé dans Google, j'ai tapé MetaMask. Vous voyez, par exemple, MetaMask plugin ou alors Firefox. Donc, vous voyez, il y a un add-on sur Firefox, on peut créer un add-on. Donc, MetaMask, en fait, c'est un portefeuille qui va vous permettre de créer donc, cette adresse publique et il va ranger avec un mot de passe dans votre navigateur la clé privée de ce compte-là. Donc, vous voyez, j'ajoute. Est-ce que vous voyez là mon écran, en fait? On voit l'écran, mais il faut juste bouger la flèche. Oui, vous voyez le Firefox, ouais? Où c'est? Oui, on voit la page d'extension MetaMask. Oui, d'accord. Okay. Donc là, en fait, juste, vous voyez, en fait, je vais. Voilà. Ça va bouger un peu, ouais. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai ajouté le Firefox. Vous voyez, il s'est mis en fait dans mon navigateur en haut à droite. Je pense que vous pouvez le voir. Et donc là, en fait, vous voyez, c'est l'application qui va en fait générer mathématiquement votre adresse. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Petit peut-être problème technique. Pourquoi? Ah voilà. Il a été ajouté. Que voilà. Donc là, vous voyez, je pense. Je ne sais pas si. Je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Get started. Un petit. Voilà. Donc en fait. Voilà, donc là, en fait, j'ai cliqué sur le petit bouton là-haut et maintenant, il me dit, OK, est-ce que vous voulez créer votre portefeuille? Donc, en anglais, ça s'appelle un wallet. Votre premier, donc, pour vous créer votre compte, et là, en fait, en l'occurrence, c'est pour la blockchain Ethereum, mais pour un wallet Bitcoin,
c'est un peu une application similaire. Vous voyez, donc voilà, il vous dit des petits attention, il ne faut pas donner le mot de passe que vous allez mettre ici. Donc là, en fait, j'avais déjà préparé un mot de passe. Vous voyez, je mets juste un mot de passe. Là, ça va protéger. Donc, ça évitera que quand quelqu'un arrive dans mon navigateur, quelqu'un d'autre arrive sur mon navigateur qui puisse voler la clé privée de ce compte-là. Vous voyez, donc là, j'ai mis le mot de passe. Je crée mon portefeuille. Oui. Donc là, c'est en train de tourner. Donc là, en fait, c'est les mathématiques. Il est en train de trouver donc une clé privée et une clé publique. Alors là, vous voyez ça, je le fais parce que ça, c'est pas important. Moi, je ne vais pas le réutiliser. En plus du mot de passe que vous utilisez dans votre navigateur, il vous donne en fait un certain nombre, vous voyez, de mots ici qui servent à. Donc ceux-là, il faut les mettre en sécurité dans un coffre-fort. Il faut les montrer à personne parce que ces mots-là, ils vous permettraient de recréer ce wallet n'importe où dans le monde. Donc c'est ce qui vous permettrait de retrouver accès à votre compte. Parce que si jamais vous perdez ces mots-là, ou l'accès à votre ordinateur et au mot de passe de ce navigateur-là, eh bien, vous perdriez l'accès à votre compte. Donc, vous voyez, là, en fait, j'aurais en fait copié ces mots de passe, ces mots-là, et puis j'aurais pu ensuite valider, et grâce à ça, ensuite, dans mon navigateur, là, j'aurais pu en fait ensuite recevoir, vous voyez, donc là, je remets mon mot de passe, on va voir si ça marche. Là, j'ai sauté un peu une étape, donc je ne sais pas si il va vraiment me donner l'accès. Recovery, parce qu'en fait, je vais vous montrer en haut à droite. Extension. En fait, je pense qu'il m'a. Ouais, en fait, là, il ne veut pas parce que j'ai pas fait la sécurisation des mots de passe. La deuxième étape. Voilà. Mais en fait, voilà. Donc, en fait, en faisant ça, vous aurez votre adresse publique. Après, en haut à droite, vous verriez votre adresse publique. Et donc, quelqu'un, en fait, pourrait vous envoyer sur ce compte-là des Ethers ou même des bitcoins wrappés, commencer à faire des transactions comme ça. Donc, vous voyez, il y a des différences de la finance traditionnelle. On n'a pas besoin d'aller dans une banque. Il n'y a pas de vérification aussi d'identité. Dans une banque qui vous aurait demandé votre carte d'identité et autres, là, en fait, vous auriez obtenu votre adresse publique et ensuite, vous auriez pu commencer à faire des transactions. Alors ça peut aussi poser problème, comme je pense dans la partie juridique des maîtres Koller et Godsev qui vont parler après. Ils vont peut-être sûrement en parler du fait que finalement, on peut faire des transactions sans qu'il y ait de vérification d'identité. Ça peut poser des problèmes pour le blanchiment d'argent, tout ce qui est paiement de terroristes et autres. Donc, c'est vrai que à ce niveau-là, c'est pas forcément très responsable. Et il y a des différents pays qui sont en train de mettre des régulations à ce propos. Excuse-moi, Jean-Marc. Il y a certains qui demandent quand même la carte d'identité, ils demandent comment on appelle ça, votre adresse. Ils demandent. Oui, alors tout à fait. Oui, parce que là, ça va être des entreprises qui fournissent le service. Et alors que là, tu vois, vous voyez, en fait, j'ai mis le portefeuille, l'application que j'ai installée, et je l'ai mis indépendamment. Je l'ai téléchargé, je l'ai mis sur mon ordinateur, j'ai demandé à personne. Donc, il n'y a personne. La plupart du temps, en fait, les comptes de crypto-monnaie sur blockchain, par défaut, n'ont pas besoin de Know Your Customer. Et donc, si vous faisiez la même chose que j'ai fait là, vous auriez une adresse publique de crypto-monnaie et quelqu'un pourrait vous envoyer des fonds là-dessus. Bon, alors, faites très attention parce que là, vous voyez, il faut avoir un ordinateur sécurisé, il faut bien copier les mots de passe, il faut que personne puisse les copier parce que sinon, il pourrait avoir accès à votre compte. Donc, tout ça, je pense qu'avec les débutants, on refera des sessions pour vous apprivoiser avec ça et éviter que vous fassiez des erreurs et avoir des problèmes. Il ne faut surtout pas enregistrer les mots de passe dans l'ordinateur quand on vous le demande. Il faut le refuser. Parce que souvent, ils demandent, est-ce que vous voulez enregistrer votre mot de passe en mémoire?
Alors, en fait, ça dépend. Ça dépend. Comme là, par exemple, quand je l'ai créé pour MetaMask, Oui, là, vous pouvez le mettre dans le navigateur, puisque en fait, c'est ce qui il va en fait encrypter la clé privée dans votre navigateur. Donc, et c'est vous, normalement, vous êtes les seuls à avoir accès à ce navigateur-là. Donc après, là, en l'occurrence, il faut dire oui. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc, avec les débutants, je le redis, on refera des sessions pour parler de toutes ces problématiques. Donc, vous avez vu, là, il y a Bitcoin, hein, je vous ai dit, qui existe comme crypto-monnaie. Donc, il y en a plein d'autres, il y en a des milliers. Il y a Ethereum, que j'ai dit, c'est ETH. Et donc, on est passé d'un moyen de paiement à l'or digital pour les Bitcoins, aux conversions, comme on fait le change entre euros, francs suisses. Là, on peut faire des conversions entre Bitcoin et Ethereum. Et vous voyez, ça, c'est la finance décentralisée. Il y a même les banques centrales. Finalement, on va peut-être bientôt avoir un euro digital ou un franc suisse digital. Et il y a les Chinois, ils ont déjà leur digital yuan. Ils utilisent les crypto-monnaies, donc on peut avoir du yuan sous forme de crypto-monnaie. Pour aller plus loin, donc ça, il y a d'autres sessions qu'on va faire sur ces thématiques. Moi-même, en fait, avec un certain nombre d'associés, dont Georgi Gotsev qui est là, qui va parler ce soir. On travaille sur comment faire de la finance décentralisée responsable, c'est-à-dire comment est-ce que la finance responsable qu'ils vont introduire juste après, eh bien, au lieu de payer, par exemple, des agriculteurs ou une femme agricultrice en Afrique en monnaie, en euros, et leur envoyer des euros pour les aider, comment les payer avec des crypto-monnaies. Donc, vous voyez, la prochaine étape, au départ, on avait donc les paiements, après on a eu la conversion entre différentes monnaies. Ensuite, on a eu les prêts et emprunts en crypto-monnaie. Et là, maintenant, on pourra faire des prêts et emprunts, mais à des personnes spécifiques, comme par exemple des agricultrices, développement durable en Afrique. Donc, en conclusion, ça c'était pour ma partie. Donc, vous voyez, on est passé, si je reprends là, ce qu'on a dit, donc on a Bitcoin qui était un moyen de paiement et on est passé à l'or digital. Donc, vous voyez, dans le monde de la finance décentralisée, on a non seulement les moyens de paiement, mais on a un équivalent de l'or digital qui est supposé être le Bitcoin. On a les conversions qu'on peut faire entre euros et francs. Et bien là, on peut faire pareil, des conversions, des changes entre euros et entre crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum. On peut faire des prêts et des emprunts avec des crypto-monnaies. La finance décentralisée est normale, mais il n'y a pas de know your customer, il n'y a pas d'identité qui est vérifiée. Donc, vous pourriez très bien prêter ou emprunter à des terroristes, et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, c'est pour ça que nous, avec le projet qu'on appelle, l'écosystème qu'on appelle Defi for Good, on travaille sur des solutions pour la finance décentralisée mais responsable, où on va aussi pouvoir donner vraiment, faire des prêts et emprunts à des personnes dans le besoin, comme par exemple des Africaines qui font des projets de développement durable. Et puis, au niveau aussi de cette finance responsable, puisqu'on n'a pas simplement les aspects sociétaux, mais aussi les aspects environnementaux, on a cette consommation d'énergie avec Bitcoin qui peut poser des problèmes, puisque comme je l'ai dit, vous avez vu, ça consomme autant que les citoyens d'Argentine, par exemple, pour cette preuve de travail. Donc, il y a des solutions qui arrivent. Donc, par exemple, qu'il y ait des mineurs Bitcoin ou ceux qui donc dépensent de l'énergie, qui utilisent en fait de l'énergie verte, comme j'ai dit, pour essayer de certifier des mineurs qui utiliseraient de l'énergie verte et qui, donc, comme ça, pourraient faire la preuve de travail mais avec de l'énergie verte. Ou alors, sinon, on a d'autres systèmes, d'autres consensus, comme IOTA, comme Hgraph, ou même sur Neuchâtel, dans la prochaine conférence qu'on fera le 1er juin en anglais, donc Defi for Good, Alephium ou Alephium, je crois, qui travaille sur en fait moins de consommation d'énergie pour arriver au consensus. Voilà, donc pour ma partie, c'est terminé. Maintenant, je vais laisser la parole donc aux avocats, donc maître Céline Kohler et Georgi Gotsev, qui sont là avec nous.
Donc, pour plus parler de la finance responsable, et puis après, voilà, dire un petit peu ce qui se passe au niveau décentralisé. Voilà, donc Céline et Guerrier. bah, vous êtes là au même niveau. Donc, vous pouvez partager votre écran si vous en avez un. Jean-Marc, il y a juste le partage d'écran qui est désactivé de ton côté, donc il faudrait que tu me donnes le… Oui, alors voilà, c'est bon. Maintenant, ça doit être bon. Ouais. Super. Et voilà, c'est parti. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc, pour cette introduction aux crypto-monnaies. Nous, on va effectivement s'intéresser à la finance décentralisée responsable, mais d'un côté réglementaire, puisque c'est vraiment notre partie. On s'intéresse principalement à l'application du droit environnemental, mais pas uniquement, mais également de la finance durable au sein de la finance, marché financier et fonds d'investissement. Et donc, je me suis beaucoup questionnée sur le sujet tel qu'il avait été écrit au départ, finance responsable, donc finance décentralisée responsable. Effectivement, responsable, c'est un terme qui est très utilisé dans le langage commun. On parle d'investissement socialement responsable, on parle de d'ISR, qui est un concept franco-français, il faut le dire, développement durable, on parle d'ESG. Donc, tous ces termes qui sont employés, on va dire, dans le langage commun et qui ne sont pas nécessairement des termes juridiques ou employés par les réglementations européennes sont des concepts qui sont plus ou moins précis, plus ou moins vagues plutôt, il faut le dire. Ça me gênait un peu effectivement de parler de finance décentralisée responsable sans être un peu plus précis finalement, puisque aujourd'hui on a des thèmes qui sont plus recentrés du fait que le régulateur est passé par là. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la finance responsable, si on pouvait la définir un peu plus précisément? Eh bien, c'est l'ensemble des investissements et des placements qui soumettent la performance économique à la réalisation d'objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux, dans le but, alors effectivement, de soutenir toutes les catégories d'acteurs, qui peuvent être des entreprises, des associations, des organismes, des pouvoirs publics. Donc, on voit bien que cette définition, elle est quand même relativement vague. Elle ne permet pas de mesurer, elle ne permet pas de donner une transparence suffisamment précise de ce qu'est la responsabilité. Et on doit même dire qu'en fait, l'utilisation du terme responsable, c'est ce qui a été utilisé pour inciter les entreprises à l'origine à faire un reporting de leur impact extra-financier. Donc, l'impact extra-financier, ça peut être ce qu'on appelle aussi, et qui n'est pas un terme juridique, l'ESG. L'ESG, on en parle beaucoup. Donc, c'est environnement, social et gouvernance. Ce n'est pas un terme juridique. Il est dépassé aujourd'hui. Puisque même quand on parle de fonds d'investissement ESG, eh bien, ça ne veut plus rien dire puisqu'il n'y a pas de mesure. Et c'est donc tout le problème, puisqu'aujourd'hui, on nous demande une certitude pour éviter de faire du greenwashing. Donc, voilà. Donc, la finance responsable, qu'est-ce que c'est finalement? On voit que voilà, il y a un petit peu d'objectifs sociaux, un petit peu sociétaux, un petit peu environnementaux. Ça tourne autour de l'ESG. Mais si on veut vraiment être un peu plus précis, il faut quand même se rappeler que la finance responsable, il y a un socle qui la sous-tend et qu'elle n'est qu'une composante, en fait, la finance responsable. En fait, si on l'associe véritablement si on essaye de recréer ce socle, on a la finance responsable, on a la finance verte et on a la finance solidaire. Donc, ça reprend un petit peu les termes de la définition du début. Et ce socle, il prend sa source dans le développement durable. Donc, le développement durable, lui, il a eu pour origine des discussions qui ont eu lieu à l'ONU en 2015, qui faisaient partie du programme Horizon 2030 et qui a mis en place le cadre mondial
du développement durable. Et ça, on connaît un peu plus sous les termes des ODD. Et dont l'objectif principal, il faut le rappeler, était quand même de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète pour le limiter à 1,5 degré. Alors, on en est loin. Et peut-être que ça, vous connaissez mieux, ce schéma avec les ODD. Donc, ça date de 2015, hein, donc ça fait déjà un petit moment. Ces ODD, ils sont souvent repris quand on a des documents financiers entre les mains. Voilà, on a souvent des petits sigles qui apparaissent. Voilà, là, on sera plus sur une protection maritime. Là, on va être plus sur du social. Mais ces 17 objectifs de développement durable qui ont été mis en place par l'ONU, ils se fondent sur 3 piliers. Donc, le pilier économique qui vise à diminuer l'extrême pauvreté tout en garantissant un emploi. Le pilier environnemental, dont l'objectif est de veiller à l'équilibre naturel de la planète tout en assurant une biodiversité, restaurant une biodiversité. Le pilier social qui, lui, garantit l'accès aux ressources et aux services de base à tous. Donc, tout ça, ces 3 piliers, ça forme ce qu'on appelle le développement durable. Donc, un développement économique efficace, écologiquement durable et socialement équitable. Donc là, déjà, on arrive à un petit peu plus de définition puisque ça, c'est du droit international. Et ce droit international qui a été mis en place par l'ONU, il a servi de base à constituer, voilà, à donner en fait aux législateurs nationaux et européens un petit peu de matière pour aller plus loin. Parce que depuis 2015, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Alors, je vais juste peut-être vous rappeler quelque chose qui pourrait être intéressant. Quelques chiffres, parce que finalement, sur ces ODD, on s'aperçoit que le déficit en investissement destiné aux ODD, donc, tout ce qu'on vient de dire là auparavant, social, économique et environnemental, donc s'élève aujourd'hui à 2500 milliards de dollars annuels. Donc ça, c'est le déficit, donc, qui a été accentué, bien entendu, avec la crise du Covid, et pour l'estimer aujourd'hui à 7 000 milliards de dollars par l'OCDE. Voilà, donc si les États membres de l'ONU se sont engagés à mobiliser des financements, les ressources publiques restent encore très, très faibles. Donc, on a besoin impérativement du secteur privé pour améliorer finalement ces ODD, donc, qui sont des objectifs de développement durable qui ont pour but unique à la fin de limiter la température sur Terre. Juste encore peut-être un petit chiffre pour vous donner en fait un ordre d'idée des déficits en financement de ces ODD. Le système financier, donc ça c'est le secrétaire général de l'OCDE qui l'a mentionné récemment. Donc le système financier compte plus de 379 milliards de dollars d'actifs détenus par les banques, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs. Et si on en réallouait seulement 1,1%, on arriverait à combler le déficit des financements croissants des ODD. Donc, voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée de ce qu'il faudrait aujourd'hui pour qu'on atteigne les objectifs qui ont été fixés en 2015. Bon, il rajoute encore une phrase qui est importante. Nous devons harmoniser les politiques tout au long de la chaîne d'investissement pour mettre notre épargne et nos investissements au service de la transformation de notre monde et renforcer la résilience du système. Donc ça, c'est vraiment juste la petite phrase qui nous dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. 2015, c'était effectivement très loin puisque c'est presque 10 ans maintenant. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses, notamment au niveau du régulateur et du législateur. Tout d'abord, il y a eu les accords de Paris qui, eux, font partie finalement des choses phares, clés, vraiment très importantes et qui ont permis de faire avancer les choses. Donc, eux, en fait, ils se sont servis de ce que l'ONU avait mis en place avec les ODD et ils l'ont appliqué aux services financiers, aux flux financiers. Vous voyez, on se rapproche tout doucement de notre sujet. Ils se sont dit que finalement, en appliquant le principe des ODD, on pourrait tendre à rendre les flux financiers compatibles avec une faible émission de CO2.
Très bien. Et donc, sur cette base-là, toute une kyrielle de législation s'est mise, on va dire, en branle, notamment au niveau de l'Union européenne, qui est aujourd'hui le législateur voilà, qui réunit quand même un certain nombre de pays, 27, et qui a mis en place la législation la plus complète et la plus contraignante. Parce qu'effectivement, voilà, elle a mis en place ce qu'on appelle le pacte de finances durables. Bon, là, je vous ai mis tout un tas de sigles que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, mais bon, c'est des directives. Alors, les directives, il y en a quand même beaucoup au niveau de l'Union européenne. Certaines sont quand même très importantes. Vous connaissez peut-être la SFDR ou la taxonomie. La taxonomie, c'est un peu le livre ouvert qui nous permet aujourd'hui de nous baser pour savoir si on est dans des objectifs environnementaux ou pas. La SFDR, ça s'applique surtout aux acteurs du marché financier, les fonds d'investissement, banques qui conseillent. Donc, on leur demande de faire un reporting sur est-ce que oui ou non vous êtes compliant, excusez-moi du terme en anglais, mais avec les objectifs environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. La NFDR, alors c'est une directive qui est vraiment très importante et intéressante, puisqu'en fait, elle s'applique aux entreprises qui ont une activité économique ou industrielle ou de services. Et on leur demande en fait de faire un reporting chaque année avec leurs comptes sociaux sur l'impact de leur activité sur l'environnement, mais pas que au niveau social et aussi de bonne gouvernance. Et en fait, ce flux d'informations des entreprises va permettre ensuite aux financiers d'utiliser ces informations qui doivent être fiables puisqu'elles sont harmonisées et leur permettre à eux également de pouvoir faire ce reporting auprès de leur client final. Je passe ensuite, on a eu en 2020 le Green Deal qui lui a donné, également fait au sein de l'Union européenne, qui a donné pour objectif d'atteindre le net zéro d'émissions carbone en 2050. Une chose très très importante également, il a donné comme objectif de découpler la croissance économique de l'utilisation des ressources utilisées. Donc ça, c'est en fait un système, cette phrase-là, elle est très très importante puisque en fait, c'est complètement nouveau, cette manière de penser, puisque c'est complètement décorrélé finalement du système entre guillemets capitaliste qui a été mis en place depuis l'après-guerre. Et aujourd'hui, effectivement, on va inciter très fortement tous les acteurs économiques à ne plus réfléchir avec les ressources qu'ils ont à disposition, mais finalement de se détacher de cet accès aux ressources pour créer leur activité et avoir une profitabilité également, mais découpler véritablement de l'utilisation de leurs ressources. Donc, le but de ce Green Deal, qui est une décision politique, et pas juridique, mais politique, c'est de réorienter tous les flots de capitaux vers des investissements durables. Et donc, on a 66% de chance aujourd'hui de limiter la température sur Terre de 2 degrés. Et pour cela, pour avoir cette chance d'être dans ces 66%, il faudra pour cela qu'environ 630 milliards d'investissements privés, donc on ne parle même plus du public, mais d'investissements privés, soient redirigés sur les 10 prochaines années sur de la finance durable. Donc 630 milliards d'investissements, ce n'est pas si énorme que ça. Mais vous voyez qu'en fait, on s'est recentré sur un objectif unique qui est finalement aujourd'hui environnemental, parce que c'est ça l'urgence. On a dépassé le concept de responsabilité, on a dépassé le concept d'ESG avec un petit peu de social, un petit peu d'environnement, un petit peu de gouvernance. On a dépassé véritablement ces bonnes intentions. Là, on est dans l'urgence climatique, puisqu'on s'est rendu compte que on n'a plus tellement de choix, on a 10 années pour effectivement limiter la température sur Terre. Et donc,
je reviens à ma toute première phrase du départ. Finalement, un sujet, est-ce que c'est la finance décentralisée responsable dont il faut parler? Aujourd'hui, on doit parler de finance décentralisée durable, puisque le terme durabilité a complètement remplacé le terme de responsabilité vu l'urgence climatique. Et donc, les engagements environnementaux et sociaux ont remplacé les concepts d'investissement responsable. Si on continue, j'ai essayé de faire une introduction assez longue pour vraiment vous faire comprendre l'évolution entre voilà, ce qui a été mis en place en 2015 et aujourd'hui avec la prise de conscience de l'urgence climatique. Dès lors, voilà, on parle plus aujourd'hui de finances durables. Et donc, si on veut associer la finance décentralisée à la finance durable, eh bien, il faudrait vraiment arriver à comprendre quelle est la place de la finance décentralisée dans la finance durable pour atteindre l'objectif de 2050, qui est ce net zéro. Alors, net zéro, c'est sûrement un peu trop optimiste, mais au moins de limiter à 1,5 degré. Et pour cela, est-ce que la finance décentralisée est elle-même durable? Et on verra à travers plusieurs exemples comment finalement la finance décentralisée est appliquée à la finance durable. Avant de vraiment rentrer sur le premier sujet, donc quelle est la place de la finance décentralisée dans la finance durable, il faut rappeler quand même quels sont les défis qui sont lancés pour atteindre ce net zéro, pour atteindre cet objectif de 2050 et appliqués à la finance. Il y a 4 points à retenir et 4 points qui aujourd'hui ne sont pas complètement atteints malgré le fait qu'on a réglementé. Donc, on a vu qu'il manquait encore des capitaux privés vers la finance durable. Si on peut en fait résumer, aujourd'hui, les capitaux privés représentent entre 5 et 25% d'investissement dans la finance durable. 25%, c'est dans les pays développés, 5%, c'est dans les pays en voie de développement. Donc, vous voyez, entre 5 et 25% seulement sont orientés dans la finance durable. Donc, il reste encore une grosse marge. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la transparence des flux financiers et des datas, puisque ça, c'est le cœur de la guerre, hein, finalement. Si on n'a pas une transparence et si on n'a pas des datas fiables, eh bien, c'est la porte ouverte au greenwashing, et là, on a tout raté. Le troisième point, c'est l'harmonisation des standards de reporting financier, parce que finalement, aux États-Unis, on fait un reporting en disant moi, j'ai des standards sur lesquels je travaille. Regardez, j'ai atteint mes objectifs, on ne dépassera pas les 1,5 degré. OK. Et puis en Europe, on a d'autres standards sur lesquels on dit oui, OK, mais selon nos critères à nous et selon nos calculs à nous, vous allez dépasser les 1,5 degré, vous serez à 3 degrés. Donc finalement, si on n'a pas un canevas harmonisé sur des standards harmonisés, on n'y arrivera pas. Et enfin, il faudrait qu'il y ait des méthodes et des réglementations communes à appliquer à tous pour que effectivement on puisse prétendre à rentrer dans ces 66% de chances dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est les défis de la finance durable. Donc, j'ai refait un petit pas en arrière pour essayer de voir comment finalement la finance décentralisée va pouvoir s'intégrer dans ces défis de la finance durable et comment elle va pouvoir, sur ces 4 points, permettre d'améliorer les choses et d'atteindre un objectif. Alors oui, ça c'est un petit schéma qui vous permet de vous rendre compte un petit peu de l'état assez, moi je dirais catastrophique finalement, de ce qui existe sur la planète. Alors il y a du catastrophique, mais il y a du très positif. Comme vous voyez, en fait, il y a plein de standards qui sont appliqués partout dans le monde. Alors certains utilisent effectivement des standards qui sont émis par la SEC américaine. Les plus connus et les plus appliqués sont ce qu'on appelle les TCFD. Donc, c'est les task force qui ont été mis en place par une branche de l'ONU.
qui ensuite qui ont été vraiment dirigés par des partis privés. Donc, eux, ils sont appliqués, on va dire, dans les pays anglo-saxons principalement. Et il ne faut pas oublier que ces principes ne sont pas contraignants, que bien qu'ils soient adoptés, on va dire, utilisés par un certain nombre d'entreprises et d'acteurs des marchés financiers, ils sont appliqués de manière assez, on va dire, différente. Pour tout vous dire, même parce que j'étais à la COP26 à Glasgow au mois de novembre, tout le monde disait les TCFD parlaient effectivement du problème des TCFD. Alors, juste pour vous dire à quel point c'est quand même assez navrant, c'est que en fait, les TCFD calculent, c'est des standards qui calculent et qui permettent de calculer l'impact de l'environnement sur le produit financier. Mais l'inverse, c'est-à-dire l'impact du produit financier sur l'environnement, n'existe pas. Donc, c'est tout le problème. C'est ce qu'on appelle le problème de la double matérialité. Donc, l'impact doit aller dans les deux sens. C'est qu'un produit financier peut avoir un impact sur l'environnement. Quand je parle d'environnement, mais c'est également social et de bonne gouvernance. Donc, on a toujours ces trois choses en tête. Chose qu'a fait, par exemple, la taxonomie en Europe. Et c'est toute la force et l'impulsion qu'a eu l'Europe pour finalement driver vers le haut l'impact environnemental, c'est qu'eux ont mis en place cette double matérialité, donc d'impact du produit financier sur l'environnement. Et c'est d'autant plus important ce qu'ils ont fait qu'en plus, eux, c'est contraignant. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'une société en Europe qui n'a pas à faire un rapport environnemental, il n'y a plus un acteur des marchés financiers qui ne doit pas parler effectivement de l'impact de leur activité sur l'environnement. Et finalement, si on revoit de manière plus précise ce qu'a mis en place l'Union européenne, on voit que cette fameuse taxonomie, qui est un livre de l'environnement avec des objectifs environnementaux qui touchent effectivement la biodiversité, qui touchent les mers, les océans, qui touchent… il y a 9 objectifs qui couvrent l'intégralité de notre planète et qui va dire si effectivement, qui va nous permettre en fait de… C'est un standard qui va nous permettre de dire est-ce que telle activité a un impact négatif, on appelle ça l'adverse impact, a un impact négatif sur tel autre objectif. C'est-à-dire que je peux effectivement mettre en place des panneaux solaires, mais quel est l'impact négatif de la fabrication de mes panneaux solaires ? Donc, on voit que cette taxonomie, elle va s'appliquer, alors d'un côté, c'est peut-être un petit peu compliqué ce schéma, d'un côté, elle va s'appliquer en fait aux entreprises, donc on le voit, CSDR, c'est la directive qui nous permet de dire que voilà, finalement, elle est appliquée aux grandes entreprises et aux SME. On va passer au slide qui est suivant, qui est un peu mieux. Ça, c'est un slide qui a été mis en place par l'Union européenne et qui est assez complet. On voit qu'en fait, au départ, on a une activité économique. Donc, on a des sociétés listées qui font des rapports. Donc, ces rapports, eux, au terme de plusieurs directives, nous permettent de savoir si est-ce que oui ou non, on est conforme aux objectifs taxonomie. Alors, c'est toute l'intégralité de ces rapports. On pourrait se dire à quoi ça sert. Eh bien, finalement, ça sert parce que ce reporting, non seulement il va être utile pour le consommateur final, mais il va être utile aux acteurs du marché financier, aux assets managers, aux assureurs, aux compagnies, aux fonds de pension, à tous les acteurs des marchés financiers, pour eux leur permettre ensuite, lorsqu'ils proposent des produits financiers, d'expliquer à leur consommateur final, consommateur ou investisseur, si finalement, à quel degré leur produit est vert. Est-ce qu'il l'est déjà et à quel degré? Est-ce que ça va être de manière légère? Est-ce que ça va être de manière objective? C'est-à-dire, est-ce qu'on va être vraiment dans du dark green ou est-ce qu'on va être finalement seulement dans de la promotion? Donc ça nous permet de donner une échelle de valeur finalement, mais qui est obligatoire. Donc, on n'a plus le choix, on est obligé d'y aller.
Voilà, bon, ça, on va passer dessus parce que c'est un peu trop technique. Ça parle effectivement là, on est sur des échelles, sur des obligations qui sont sur les entités, des obligations qui sont sur le produit financier. Ça donne quand même, on pourra y revenir après quand on parlera de finances décentralisées, ça pourrait être intéressant. Mais ça, grosso modo, pour vous dire, c'est ce qui est requis en termes de transparence. Aujourd'hui, non seulement on a besoin de transparence dans les rapports annuels, donc les comptes sociaux, mais également on a besoin de transparence sur les sites Internet. On a besoin d'avoir une information qui est fiable et accessible facilement. Et c'est ça finalement ce qu'a réussi l'Europe, c'est à imposer cette transparence à tous. On va passer là-dessus, hein, finalement. On va passer au premier objectif et revenir vraiment sur le cœur du sujet pour comprendre maintenant comment la finance décentralisée va pouvoir s'intégrer à ces obligations de transparence, à ces obligations de réglementation et de reporting. Comment atteindre les défis de la finance durable? Donc, on se rappelait bien, au début, on avait quatre défis aujourd'hui qui sont finalement qui sont la réorientation des capitaux privés vers la finance durable, la transparence des data, l'harmonisation des standards, en fait, qu'on vient de détailler en voyant finalement ce qui avait été imposé par le législateur européen. Donc finalement, pour atteindre ces défis, et tout d'abord la réorientation des capitaux privés vers la finance durable, comment la finance décentralisée pourrait-elle permettre d'attirer plus de capitaux privés vers une finance durable? Eh bien, d'abord, il faut se rappeler que seul le système financier est capable d'engendrer des flux de capitaux pour atteindre les objectifs des accords de Paris. Donc ça, c'est sûr et certain. Sans les capitaux privés, nous ne pourrons pas atteindre les chiffres dont je vous avais parlé tout à l'heure. Or, on voit que finalement, ce secteur privé s'est fortement digitalisé. On avait d'abord des startups. Je vous ai laissé quelques noms. On a Ripple, Wealthfront, Lending-Club, et puis on a les big tech qui se sont lancés dedans, dont les GAFA. Et puis, on a également de nombreuses contreparties chinoises. Et puis, plusieurs institutions ont commencé à lier la fintech au climate change, donc au changement climatique requis. Je vous ai parlé tout à l'heure des TCFD, qui sont les Task Force on Digital Financing, qui sont en fait les standards qui ont été adoptés par les principaux pays anglo-saxons. Et puis, il y a également de nombreuses startups qui ont mis en place des robo-advisors pour la Sustainable Finance. Donc, on a finalement un lien assez naturel qui s'est fait entre innovation fintech et climate change. Un des exemples que je donnerais et qui se rapproche vraiment de la finance décentralisée, c'est les premiers paiements qui ont été faits via des tokens pour l'énergie. Donc, j'ai appelé Payment Token for Peer-to-Peer Energy Network, et c'est effectivement un des premiers exemples concrets dont on pourrait parler en termes d'innovation fintech appliquée au changement climatique. Et puis, on a tout ce qui est solution blockchain pour les chaînes de valeur et donc sécuriser ces chaînes de valeur. On a également les smart contracts appliqués à la compensation carbone. Donc, la compensation carbone, qu'est-ce que c'est? La compensation carbone, il faut remonter aux accords de Paris. Il y a un fameux article 6 qui était mentionné dans ces accords de Paris, qui est resté lettre morte pendant très longues années et qui, par miracle, est ressorti à la COP26 à Glasgow. Et ils se sont dit, oui, finalement, il faut qu'on le mette en place. Il y avait un problème avec ces compensations carbone. Il y a eu beaucoup de scandales avec les échanges de CO2. Et puis, ils se sont quand même
poser la question de savoir, mais finalement, ça serait quand même bien d'utiliser cette compensation carbone pour permettre, quand il y a un déficit chez quelqu'un, qu'il puisse finalement servir à la construction de structures qui, elles, vont avoir plus d'impact carbone et pour qu'il y ait une véritable balance. Donc, ce mécanisme de compensation des émissions de carbone est aujourd'hui en place. Et il y avait un petit souci quand même, c'est que finalement, le problème clé finalement pour que cet article 6 fonctionne, avec l'achat des crédits carbone, qui en réduisent d'autres. Le problème, c'était le double comptage des crédits carbone. C'était vraiment le gros souci. Et aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas arrivé par hasard cette année, c'est qu'aujourd'hui, on a la technologie qui nous permettrait effectivement d'éviter ce double comptage via la blockchain et avec les smart contracts en place. Donc, ces carbone, en fait, ces crédits de carbone déjà émis et enregistrés sur la blockchain ne pourrait plus être réattribué à une autre organisation. Contrairement aux contrats normaux, il n'y a aucun risque d'erreur humaine et de manipulation de contrats, comme Jean-Marc a pu vous l'expliquer. Finalement, il y a une véritable fiabilité dans l'utilisation des smart contracts et on pourrait véritablement voir plus facilement où on peut compenser des émissions carbone. Alors certes, il y a toujours un bémol, parce que, et ça je pense que Jean-Marc pourrait peut-être l'expliquer à la fin, on a ce qu'on appelle des unpermissioned blockchain, mais là Guerrier, peut-être tu peux m'aider. Oui, de ce que Jean-Marc a évoqué tout à l'heure, c'est les blockchains qui sont, on va dire, ouvertes au public, dans lesquelles tout le monde peut avoir accès, et puis certaines qui sont quand même relativement plus restreintes, dans lesquelles vous devez pouvoir avoir un accès pour pouvoir effectuer des opérations, des échanges, ou plus généralement faire des achats, ventes, ici en l'occurrence de crédit carbone. Donc ça, c'est encore il y a beaucoup de projets qui sont en phase, on va dire plutôt de start-up, dans lesquels qui s'attaquent à ce problème de la comptabilisation des émissions de réduction de crédit carbone. Donc, juste pour peut-être également expliquer à tout le monde, le crédit carbone, c'est en fait des projets dans lesquels de la finance, il y a des moyens qui sont investis pour la réalisation de projets qui, en l'occurrence les plus parlants, c'est en vue de réduire des émissions de carbone. Donc typiquement, ça peut être, ça a été appelé de manière commune, soit les certificats verts ou les certificats de réduction de carbone. Mais typiquement, un projet, il est audité. Il doit y avoir des critères qualitatifs et quantitatifs qui permettent d'asseoir l'efficacité de la réduction d'émissions de carbone de ce projet-là. Et une fois qu'il obtient des financements, il est réalisé, et puis l'entreprise qui a réalisé ce projet avec du financement public ou privé permet d'enregistrer, d'être crédité de ces certificats de crédit carbone, et ensuite elle peut aller les vendre à une autre entreprise qui veut faire du offset. Donc vous avez probablement également entendu parler de l'offset, mais c'est typiquement une entreprise qui, elle est dans un secteur d'activité qui est plutôt de l'énergie fossile, qui va émettre énormément de CO2. Et donc, elle va pouvoir aller les acheter auprès de l'entreprise qui a investi de l'argent afin de ne pas en émettre. Typiquement, on peut voir que Air France va faire de l'offset, mais elle va plutôt favoriser le financement de planter des arbres. Donc, il y a eu quand même des discussions, comment est-ce qu'on s'assure que l'arbre est planté, qu'il a grandi, etc., etc., etc. Et donc là, les projets, pour parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la blockchain, les blockchains, puisqu'il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, comme Jean-Marc l'a indiqué, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train
de déjà utiliser le livre comptable dématérialisé sur la blockchain afin de justement s'assurer de ne pas avoir cette double utilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'inscris mon crédit carbone dans un token sur qui représente les droits à l'émission de carbone, permet ensuite de ne pas avoir ce fameux double comptage ou la réutilisation successive en chaîne de ces crédits carbone. Donc, on n'est pas encore dans de la finance décentralisée, mais c'est déjà des premiers exemples d'utilisation de la blockchain afin de pouvoir asseoir la certitude et l'utilisation unique des crédits carbone qui ont été émis. Je vais faire une brève parenthèse pour quand même attaquer un autre problème qui se pose en amont et dans lequel interviennent énormément d'organisations internationales non gouvernementales, des ONG, qui sont spécialisées en fait dans la validation, dans l'audit et dans l'accompagnement de projets qui réalisent des réductions d'émissions de carbone et qui, une fois que leur audit et leur travail est terminé, ils émettent ces crédits carbone qui sont susceptibles d'être proposés, vendus sur un marché à d'autres personnes. Et ici, il y a aussi de l'application blockchain de plus en plus soutenue, et Jean-Marc a mentionné IOTA, qui sont des entreprises qui vont utiliser des différents types de blockchain afin de pouvoir commencer à mesurer, valider et en fait assurer qu'en amont, l'audit de ce que les projets qui sont financés avec des fonds publics ou privés, avec des objectifs environnementaux, vont asseoir leur certitude de leur existence, avant même qu'ils puissent être inscrits sur la blockchain pour pouvoir être ensuite négociés et échangés entre les parties intéressées. Donc ça touche un petit peu également les problématiques sur le slide suivant qui s'intéresse également aux transparences les flux financiers, les data, voilà. Et plus généralement, ce que je viens d'aborder à l'instant, c'est ce qu'on appelle les systèmes de MRV, donc qui viennent de l'anglais, qui sont le Measurement, Reporting et Validation. Donc ça, c'est un élément aujourd'hui qui connaît une explosion dans le domaine de la blockchain et pas nécessairement encore de la finance décentralisée, mais qui commence à adopter de la technologie blockchain afin de pouvoir, probablement dans le futur proche, utiliser également des transactions peer-to-peer dans lesquelles on pourra véhiculer des investissements dans la finalité de finances durables et responsables. Oui, parce que finalement, si on réfléchit bien aujourd'hui, l'utilisation de la blockchain ou des smart contracts, elle est faite non pas pour assurer une décentralisation, mais au contraire une centralisation et une harmonisation. Parce que ce que veulent les législateurs, c'est effectivement d'avoir des informations centralisées pour que sur des plateformes, c'est ce qu'a d'ailleurs fait l'Union européenne en mettant en place une plateforme unique sur laquelle les entreprises vont publier leur rapport RSE. Et finalement, c'est un petit peu contraire à ce que le défi souhaiterait mettre en place. Je vous ai donné juste un exemple assez intéressant en niveau de transparence des flux financiers et des data. C'est une société chinoise qui s'appelle Energy Blockchain Labs. Cette entreprise, elle a fait un association avec IBM pour créer justement une plateforme blockchain pour le commerce des actifs carbone sur le continent chinois. Et en fait, elle permet de surveiller l'empreinte carbone et d'atteindre finalement de donner un objectif de quota en achetant les crédits de carbone auprès des faibles émetteurs. Donc ça, c'est ce qui a commencé à se mettre en place. Mais ça, on pourrait vraiment l'imaginer dans du peer-to-peer, finalement, qu'il n'y ait pas une centralisation, mais que ce soit des données qui puissent être faites entre, finalement, quand on est dans le commerce même des commodities, imaginons, on pourrait très bien mettre en place ça pour des agriculteurs qui souhaiteraient finalement entre eux justement compenser leur impact carbone. Donc ça pourrait être véritablement une source très intéressante pour les projets défis.
on va avancer vite. Moi, j'avais aussi un truc très intéressant qui est le World Food Programme Building Blocks, qui en fait est appliqué au social et qui permet alors, j'avais une petite chose qui permet en fait aux réfugiés, parce que là, il ne faut pas oublier qu'on parle de catastrophes climatiques dans les 10 prochaines années. Donc, l'impact va être énorme sur tout ce qui est mouvement de population et on va parler de plus en plus finalement de mouvements de réfugiés. Donc, eux, ils ont mis en place une idée très, très intéressante qui va leur permettre finalement, qui va permettre aux réfugiés d'avoir accès via la blockchain à un accès à de la monnaie cash et sûre et qui permettra effectivement d'éviter toutes les aides où il y a de la corruption, du vol, de nourriture notamment disponible, puisque c'est ce qu'on reproche aujourd'hui principalement aux donateurs, c'est qu'il y ait là aussi un peu du greenwashing si on veut aller dans ce même sens, mais qui là appliqué finalement à un domaine humain permettrait encore une fois d'atteindre une fiabilité et une sûreté pour ces personnes qui sont en totale détresse. On voulait peut-être terminer par… Parce qu'il reste plus qu'une minute. Donc, peut-être que là, c'était le deuxième thème, en fait. Est-ce que la finance décentralisée est durable ? 3-4 points. Essentiellement, ouais. on va essayer de faire de manière synthétique. Jean-Marc a tout à l'heure évoqué que les différents… Alors, c'est peut-être une évidence pour certains d'entre vous, mais je pense qu'il est important quand même de mentionner qu'il y a plusieurs types de blockchain. Donc, on peut avoir la blockchain, le réseau, le système Bitcoin. Il peut y avoir la blockchain Ethereum. Il y en a d'autres qui se développent et qui essayent de faire l'équilibre entre ces algorithmes de consensus pour protéger le livre comptable, mais également en facilitant la rapidité des transactions. Donc, on est typiquement sur les deux schémas essentiels, celui sur lequel a été lancé Bitcoin, qui est le proof of stake, le proof of work. Donc, on est sur la preuve de travail. Quand vous avez une transaction blockchain, les ordinateurs qui sont dans le réseau, donc sur le réseau Bitcoin, vont aller chercher à valider des algorithmes qui permettent d'approuver le consensus, le formel consensus, et se dire la personne qui a transféré, moi j'ai transféré à Jean-Marc, donc les ordinateurs vont travailler, ils vont dire oui, effectivement, j'ai transféré à Jean-Marc un Bitcoin, et puis c'est extraordinaire, les ordinateurs le valident, et au fur et à mesure que les transactions suivantes arrivent également, c'est inscrit de manière immuable et on ne pourra plus, moi je ne pourrais pas le payer à deux personnes en même temps, le même montant que je n'ai pas. Donc ce travail est quand même assez gourmand en énergie, Jean-Marc l'a montré. Mais pour qu'on puisse se poser la question fondamentale, est-ce que la finance décentralisée peut être durable ? Il y a deux sujets. D'une manière absolue, on peut regarder quelle est l'énergie que consomme Bitcoin, que consomme les réseaux Ethereum ou d'autres protocoles, pour se dire oui, oula, ça représente énormément d'énergie puisque le proof of work, la preuve de travail des machines, consomme énormément d'énergie. Donc, il y a une transition du proof of stake, on est passé du proof of work, sur le proof of stake. Donc là, on est un petit peu en train d'organiser des validateurs sur le réseau et chacun de ces validateurs a une incitation économique à valider les bonnes transactions et pas faire n'importe quoi dans la formation du consensus. Donc déjà, il y a une notion d'amélioration des algorithmes afin que l'énergie qui est nécessaire pour les processeurs afin de valider les transactions évolue déjà dans un impact carbone moindre. Après, il y a d'autres systèmes que Jean-Marc pourrait m'expliquer à la fin mieux que moi, mais qui sont des réseaux un petit peu moins importants et dans lesquels on va valider des transactions d'une manière un petit peu plus autoritaire, mais qui consomment moins d'énergie, mais qui, par contre, de l'autre côté, ne permettent pas d'avoir la preuve du réseau Ethereum ou la preuve irréversible du réseau Bitcoin. Donc,
de manière absolue, cela consomme énormément d'énergie et c'est une des critiques qui d'ailleurs dans le règlement sur les marchés en cryptoactifs de l'Union européenne a été soulevé en disant d'emblée, boum, c'est pas très écologique, de toute façon, c'est pas durable d'un point de vue environnemental, ça consomme énormément d'énergie, etc., à grande échelle, c'est pas durable, c'est pas sustainable, hein, pour revenir sur le terme anglais. Alors, il est très important quand même ici, de manière absolue en agrégat, de prendre un petit peu plus d'auteur. Et comme Jean-Marc l'a de manière très pertinente illustré, c'est que Bitcoin ou Ethereum, par rapport à Visa ou le système bancaire Euroclear, Clearstream, Euronext, NYSE, je peux aller encore loin, le système centralisé conventionnel de la finance durable tourne sur des ordinateurs qui sont des machines 24/7, 365, elles ne s'arrêtent jamais. Donc, de ce point de vue-là, le premier et essentiel argument qu'on oppose à l'utilisation de la blockchain pour faire de la dématérialisation centralisée ou décentralisée sur blockchain, en disant, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas écologique, c'est quand même relativement inopérant. Maintenant, le deuxième aspect qui nous intéresse ici, et la question va devenir un petit peu plus, elle va se déplacer du cadre purement normatif de la finance durable que Céline a exposé. La question suivante sera de dire, OK, d'accord, à partir du moment où les deux systèmes, la finance conventionnelle centralisée, la finance alternative sur blockchain décentralisée ou centralisée fait du sens, se pose exactement la même question pour la durabilité, les aspects environnementaux, sociaux ou de bonne gouvernance, qui sont les critères aujourd'hui européens et contraignants, c'est comment on va, et c'est là une piste de réflexion pour l'avenir, comment est-ce qu'on pourra contraindre au final les personnes qui émettent des produits financiers ou qui proposent des instruments financiers d'investissement sur de la finance centralisée blockchain ou sur la finance décentralisée blockchain, comment est-ce qu'on va au final, un système qui est peer-to-peer décentralisé, comment est-ce qu'on va déjà, on va pouvoir le soumettre aux mêmes obligations de reporting, de data, d'évaluation, de metrics, de quantification, alors que déjà le système centralisé conventionnel de la finance que l'on connaît aujourd'hui, qu'on veut transitionner vers de la durabilité, de l'écologie et du développement solidaire, social et de bonne gouvernance, comment est-ce que le législateur va appréhender ce système de finance décentralisée ou centralisée blockchain pour pouvoir l'astreindre en fait à la comparabilité des produits que Céline a évoqué, qui est nécessaire et indispensable aujourd'hui pour pouvoir démontrer que ce qu'on vous propose en tant que produit durable et au final celui dans lequel votre argent va être utilisé. Donc, c'est probablement l'étape suivante de développement sur laquelle il y a des pistes, des réflexions à mener que certains… Il y a une première piste qui a été déjà qui a été discutée au regard de la taxonomie, puisque le législateur a déjà dit que finalement, utiliser à une échelle, à une petite échelle et non pas à une grande échelle, comme on venait de dire, Visa, etc., finalement, il n'y aurait pas d'impact négatif. Et c'est par rapport à cet impact négatif qu'il va falloir analyser la finance décentralisée. C'est quel est l'impact négatif. On l'appelle le do not significantly harm et c'est le critère essentiel de la taxonomie. Qu'est-ce qui va être plus impacté en termes d'objectifs environnementaux aujourd'hui via la finance décentralisée? Et c'est une question ouverte. C'est une question ouverte, on n'a pas la réponse. Est-ce que ça va être effectivement plus l'environnement? Est-ce que ça va être plus… Et quel type d'objectifs environnementaux va être le plus touché? Et pour résumer, c'est que le défi, vous l'avez compris, sera de pouvoir en fait certifier que vous êtes en train de traiter bien un agriculteur au Brésil qui emploie probablement un site à employer des femmes pour avoir le gender, parce que le critère de certaines organisations ou certains investisseurs souhaitent encourager le développement de l'entrepreneuriat
féminin. Donc, en Afrique, c'est quelque chose qui est très courant, au Brésil, dans les pays de l'Afrique du Sud. Donc, le débat, et c'est quelque chose qu'on observe sur des opportunités sur lesquelles on est appelé à donner des conseils, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui s'orientent sur la maîtrise du MRV, de comment est-ce qu'on va certifier, asseoir et garantir sur la chaîne de transmission des informations, de la collecte et de la certification des contreparties, que vous prêtez bien de l'argent à la bonne personne ou également que vous avez bien contribué à la réduction d'1 tonne de CO2 au cours de la dernière année. Voilà, on vous laisse la parole, Jean-Marc. Merci beaucoup pour cette très bonne intervention. C'était très intéressant et surtout au début aussi de voir le mouvement de responsable vers durable. Et puis, donc maintenant, on va donner la parole à Christian Kranicke, qui est cofondateur de Bluefolio, qui va nous en dire un peu plus sur la vision, sa vision et donc la vision de Bluefolio dans ce domaine. Christian ? Merci Jean-Marc. Oui, je suis là. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. On vous entend. Très bien. Très bien. Bon, tout d'abord, j'aimerais bien remercier Jean-Marc pour la possibilité d'être ici ce soir avec vous. Et puis aussi de remercier tous les orateurs et oratrices précédents qui ont contribué vraiment à des présentations tellement riches en informations. Normalement, quand on est la dernière personne de parler dans cette sorte de présentation, on a un peu peur qu'après presque 2 heures, voilà, et que c'est un peu, disons, dur pour tous les écouteurs. Mais moi, je dois dire que tous les sujets et les thèmes qui ont été soulevés ce soir et décrits en détail, en fait, a rendu un grand service à tout le monde, même à moi, parce que ça a créé une fondation d'information et de connaissances sur certains sujets, sur des sujets qui sont très, très importants et en fait centrales pour nous à Bluefolio. Donc, et ce soir, dans le temps qui nous reste, je voulais simplement prendre l'opportunité simplement de me présenter, de présenter Bluefolio en tant que société et de toucher et de revenir en fait aux sujets qui ont été soulevés pendant les dernières 1h30. Comme nous avons entendu et comme on pouvait apprécier le terme ESG, et bon, c'est une expression qui est assez courante actuellement et voilà, on a appris que c'est une abréviation Environmental, Social et Governance. Il s'agit de mesurer la durabilité et l'impact éthique d'un investissement dans une entreprise ou dans une société. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Chez Bluefolio, on a une focus ESG depuis longtemps. Et puis, actuellement, et quand nous parlons de blockchain et toutes les possibilités qui sont ouvertes par cette nouvelle technologie, on voit en fait des raisons pour être très... Comme on a vu, le blockchain permet l'exécution efficace des transactions à travers ce que nous appelons les grands livres, les ledgers immuables qui augmentent l'efficacité, qui réduisent les coûts et éliminent les intermédiaires. Et chez nous, chez Bluefolio, lorsque nous parlons de la confluence de la blockchain et le ESG, nous faisons référence justement à une philosophie d'investissement qui guide notre attention dans la sélection des entreprises ciblées. Nous tenons compte de ces facteurs clés lorsque nous examinons des différents secteurs et des projets. Ce soir, nous avons entendu une discussion sur des différents sujets tels que, disons, l'énergie verte, clean energy, des autres initiatives sociales qui ont pour but d'améliorer la condition humaine pour nous sur la planète.
Et chez Bluefolio, nous avons un focus qui est justement là-dessus. Au lieu simplement de continuer à entrer profondément dans la définition de ces termes, je crois que ce n'est pas nécessaire lorsque, comme j'ai dit avant, les orateurs et oratrices qui ont déjà fait leur présentation nous ont déjà fourni un paysage riche d'informations. Je peux vous donner simplement quelques exemples concrets de ce que nous faisons dans notre domaine. Si nous prenons par exemple le sujet de l'énergie vierge, l'énergie propre, on peut prendre par exemple le sujet de l'électricité. Et c'est justement la technologie de blockchain qui permettent l'amélioration en général de la production et consommation d'électricité. Et ce que nous appelons les smart grids, les grids qui ont dans la base une fondation de blockchain, nous voyons qu'ils permettent aux personnes d'être, par exemple, à la fois des producteurs et des consommateurs d'électricité. Ça veut dire que les nouvelles technologies permettent de produire leur propre électricité et de le vendre et de vendre ce dont ils n'ont pas besoin. Ça veut dire que le blockchain fait progresser cette sorte de trends que nous voyons dans la société, dans les différentes sociétés, ici en Europe, mais plus important dans le monde qui est en train de se développer à travers des différentes chaînes qui ont été mentionnées, mais aussi telles que Cardano et Solana, et des différentes chaînes qui sont faites pour augmenter l'efficacité. On voit qu'on peut, par exemple, exécuter des différents contrats intelligents qui permettent, par exemple, ces producteurs et consommateurs d'électricité d'analyser, par exemple, les différentes listes pour trouver des meilleures offres pour leurs produits. Ça donne un degré de transparence qui n'existe pas actuellement avec le système traditionnel. On peut dire, par exemple, que les différentes plateformes d'échange d'énergie, ils offrent la possibilité, pas simplement de vendre l'énergie à leurs voisins et en service public, mais on voit aussi que ces microgrids peuvent remplacer des autres services ou même offrir un service qui n'existe pas. Souvent, moi j'ai l'impression que nous, en Europe, moi je viens des États-Unis, nous voyons très souvent les choses de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue des personnes qui sont ici, dans un pays qui est assez développé, où nous avons une infrastructure qui est déjà mise en place. Mais pour les pour d'autres citoyens du monde qui vivent dans des conditions, disons, un peu plus difficiles, ce n'est pas forcément le cas. On ne peut pas toujours garantir un supply d'électricité qui est toujours assuré. Si on peut créer, par exemple, avec la technologie blockchain, des microgrids pour l'électricité, il y a des implications très, très importantes pour, par exemple, pour un hôpital ou pour un endroit qui n'est pas bien desservi par les géants publics ou qui sont très, très loin des infrastructures. Ça leur offre une qualité de vie qui est beaucoup plus haute et améliorée de celle qu'ils avaient peut-être avant la mise en place de cette sorte de technologie. Donc, chez nous, par exemple, à Bluefolio, on est persuadé que cette technologie sont très, très positifs dans la qualité de vie des gens ici sur notre terre, et en plus qui offre une solution qui est réelle, qui existe déjà, qui n'est pas dépendant des décisions politiques ou des structures qui sont largement, disons, hors la capacité des gens dans les différents pays. Je ne vais pas entrer dans toutes sortes de problématiques qu'on peut résoudre avec les technologies blockchain, mais quand même, ça vaut la peine de mentionner quelques-uns. J'ai mentionné déjà le sujet d'énergie vierge.
Je peux aussi mentionner le sujet de supply chain, ça veut dire la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et le blockchain, par exemple, permet de suivre les produits depuis le producteur jusqu'au rayon du magasin et de se concentrer sur les points précis, tels que la façon dont les travailleurs sont traités et la façon dont les entreprises se débarrassent de déchets. Accès à cette sorte d'informations est impossible avec les méthodes d'hier. Par contre, avec la technologie que nous voyons maintenant, surtout blockchain, c'est possible. Il y a des importantes implications dans le supply chain, énergie vierge, dans le recyclage vert et aussi sur le plan social. Par exemple, on voit beaucoup de développement dans le secteur de gaming qui est très disons, connu actuellement. Moi, je suis de l'âge où le gaming ne m'a jamais intéressé. J'ai toujours moqué un tout petit peu de ça, où j'ai parlé de mes enfants qui étaient beaucoup plus focalisés sur le gaming, sur l'ordinateur que sur les autres choses. Mais par contre, il faut quand même admettre, avec les nouveaux modèles, tels que par exemple play to earn, ça veut dire jouer pour gagner. L'application de ces technologies blockchain dans le domaine du gaming permet aux jeunes, aux gens de n'importe quel pays ou situation, de gagner de l'argent, d'avoir un supplément dans le revenu mensuel qui peut être très important. Encore une fois, je souligne que des fois, nous avons une certaine perspective en Europe et aux États-Unis qui est formulée, disons, développé d'après nos expériences ici dans ce pays. Par contre, dans les différents pays en Afrique ou même en Asie, nous voyons qu'il y a des différentes possibilités qui existent au niveau social, au niveau gouvernance et sur les autres sujets qui ont été soulevés ce soir, qui sont très importants, pas seulement pour les gens qui vivent là-bas, mais aussi pour nous qui avons des implications globales. Et justement, sur ce plan, le son est parti. Green Energy ou par exemple la preuve de quelle manière on peut déjà mesurer le succès d'une initiative ou une autre. Chez nous, chez Bluefolio, nous avons déjà des investissements qui viennent dans cette direction. Parce que, comme j'ai dit, cette philosophie ESG guide notre philosophie et la sélection des entreprises que nous choisissons. Telles que, par exemple, il y a une qui vient maintenant que je peux mentionner, qui est NREX, qui justement, c'est une société qui est faite justement pour vérifier et rendre plus efficace les systèmes d'échange de carbone, de carbon credits. Ça c'est le sorte de société qui a déjà un impact aujourd'hui. Je peux mentionner aussi Sun Exchange, une entreprise qui existe en Afrique, qui permet l'échange des différents panneaux voltaïques, où ils ont aussi une monnaie native, un token qui existe déjà dans le système, qui rend la possibilité de financement et d'agrandissement de ces initiatives sur une scale qui avant n'était jamais possible. Donc, après les riches informations qui ont été présentées ici ce soir par des différents speakers qui m'ont précédé, je peux juste dire qu'il y a des initiatives que nous prenons actuellement chez Bluefolio, justement, qui unifient tous ces thèmes. Et c'est pour ça qu'on était tellement fiers de pouvoir participer ici ce soir. Donc, moi, pour dire, si je peux résumer ça, je dirais qu'au lieu d'être il y a des moments où on peut regarder ce qui se passe dans les nouvelles et la rapidité avec laquelle certaines réformes sont mises en place par des structures traditionnelles, que ce soit politique
ou sur les différents niveaux. Mais pour nous, pour tout le monde qui était ici ce soir, pour nous tous qui sont réunis ici justement pour discuter ces problèmes, mon message est qu'on peut faire déjà du progrès maintenant. Nous faisons déjà du progrès dans les différents domaines importants à travers les entreprises qui déploient la technologie blockchain pour justement aborder et résoudre ces questions très importantes, que ce soit au niveau de gouvernance, sur le plan social, sur le plan environnemental. Il y a des possibilités qui existent déjà. Ça, c'est la bonne nouvelle, je crois, pour nous tous. Je sais qu'il y a certaines personnes ici ce soir qui ne sont pas ici sur place à Genève. Et ça me ferait grand plaisir de continuer à parler et de discuter de ces sujets avec vous. Donc, pour tous qui ne sont pas ici en France actuellement, à Megève, je vous invite à prendre contact avec nous à Bluefolio à n'importe quel moment. Et pour ceux qui sont ici à Megève, ça me ferait grand plaisir de vous voir personnellement et d'en discuter ce soir, parce que justement, c'est un sujet qui nous passionne tous largement, parce qu'il n'y a pas seulement la possibilité d'aborder des sujets clés de notre société actuellement, mais en plus, on peut lier ça avec justement une croissance qui sera très importante sur le plan d'investissement. On a entendu déjà une petite histoire du Bitcoin que Jean-Marc nous a présentée, et puis on voit certainement qu'il y a il y a beaucoup d'informations et de nouvelles dans la presse sur les sujets de Bitcoin et des autres cryptocurrencies. Mais ce que nous devons aussi garder dans la tête, que malgré le fait qu'il y a beaucoup de valeur dans le Bitcoin, par exemple, à notre avis, la grande majorité de valeurs qui restent à avoir dans le domaine de blockchain est toujours devant nous et encore devant nous. On a vu le progrès de blockchain, l'adoption de cette monnaie par de plus en plus de gens, mais il faut quand même réfléchir et regarder les sujets qui ont été soulevés ici ce soir. Et mis à part de cryptocurrency, on peut se focaliser sur les entreprises qui déploient cette technologie, justement pour résoudre les problèmes que nous voyons aujourd'hui, les problèmes pour nous et les problèmes pour nos enfants. Et notre but chez Bluefolio, c'est de donner une porte d'entrée à cette monde de possibilités. À travers, disons, des différents produits, on peut offrir des possibilités d'accéder à cet espace pour les gens qui n'ont pas la connaissance, disons technique pour justement pour faire le setup technologique, pour accéder les monnaies d'une vision qui est un peu plus large et un peu plus grande de celle d'une seule personne. On est un team et nous, chez Bluefolio, et ça c'est notre travail quotidien, justement de regarder les problèmes qui existent actuellement dans le monde et de voir de quelle manière on peut faire une contribution à leur résolution et combiner ça ensuite aussi avec une croissance qui est très intéressante sur le point d'investissement. Donc, si je regarde, je suis sensible au temps qui m'a été accordé. Je crois que je suis dans le framework de 15 minutes. Et quand même, comme j'ai dit avant, on est déjà ici en ligne depuis 2 heures. Mais je vous invite encore une fois, comme j'ai dit, de prendre contact avec nous et de ce soir à Bluefolio et de se voir ici à Megève ce soir avec Jean-Marc et son équipe. Donc, je vous remercie et je redonne la parole à Jean-Marc. Eh bien, merci Christian pour ces informations. En effet, de toute façon, on va aussi rester en contact avec Bluefolio puisque le 1er juin, on a la conférence internationale DeFi for Good, là plus en anglais.
un niveau plus important. Mais ce soir, c'était intéressant. Dans ce club, donc Innovation Télétravail à Megève, on voit que même à Megève, petite station, mais on innove. Par le passé, on a beaucoup innové dans le ski et on peut innover aussi en télétravaillant depuis Megève. Donc, c'est aussi un peu l'objectif de ce club. Voilà, donc merci à Gueorgui et Céline pour leur intervention sur les aspects juridiques. Est-ce que dans l'audience, là, vous avez vraiment des questions importantes à poser, puisqu'on arrive bientôt à 20h, sachant qu'à 20h30, les membres présents seront au restaurant. Voilà, donc Didier qui dit merci. Voilà, donc c'est vrai aussi que pour les débutants, des entreprises comme Bluefolio, avec leur fonds facilitent des choses. C'est vrai que d'un autre côté, je voyais une question 2022, l'année de l'adoption de la crypto. Bon, il faut faire attention, hein, c'est des marchés qui évoluent très vite, en haut, en bas. C'est pas sûr que justement en 2022, je ne sais pas que ce soit très positif, même dans tous les types de marchés. Je ne sais pas si Christian veut en parler un peu, mais voilà, donc aussi attention, c'est risqué, hein, faites attention. Puis après, c'est vrai qu'il faut encore vous former, hein, on a vu là un peu créer son portefeuille, mais faites pas ça tout seul. On fera encore d'autres sessions, et puis après, voilà, il y a des sociétés comme Bluefolio qui peuvent faciliter les choses. Donc,